Aujourd'hui, nous sommes dans cette semaine autour de la photo où on se rend compte que dans la photographie de mode, première surprise, on n'a pas beaucoup de mode dans les livres d'histoire de l'art. On a abordé, c'est notre deuxième semaine qui se termine, le fait que dans les années 75-95, toutes ces œuvres, tous ces artistes travaillent pas seulement en réseau, mais ils sont multicartes en fait. Ils viennent d'un univers de référence très fort. Ils ont fait de l'histoire de l'art, ils ont fait quelquefois de la musique, ils ont fait du cinéma. Et toutes ces références, toute cette relecture de la modernité, et y compris dans d'autres domaines, on l'a vu avec Benoît Peters, d'amener l'image vers le roman photo, d'amener l'image euh, du travail qui n'aurait pas dû avoir lieu, comme le disait François Bon. Voilà, on est tout de suite, si on a une image de banlieue, c'est même pas connoté, c'est d'avance réglé. Et finalement, ce qui m'intéressait, c'était à la fois de montrer que dans ces années 70-80, la photographie va prendre une importance énorme, m'amuser à vous montrer des images tout à fait passionnantes qui sont dans le monde des magazines et des médias. Et donc, normalement, dans ce monde des magazines, il n'y a pas d'art. On est plutôt dans une histoire de la photo qui passe par le livre, qui ne passe pas par l'exposition. Elle mettra beaucoup, beaucoup de temps. C'est assez récent, mais récent des années. On va voir Henri Gruyère, un Belge, qui est exposé pour un hommage à Antonioni dans le métro parisien en 2015. Voilà, c'est tout à fait ces entrées, ce regard sur le monde de la mode comme quelque chose qui pourrait faire partie de l'art est très très récent. Mais ce que cette découverte au travers de la mode m'apporte, c'est cette façon de regarder des photos qui ont l'air superficielles, qui servent à vendre des produits et qui, par le travail du fond, par le travail de la matière de l'image, vont nourrir une esthétique nouvelle et surtout un rapport à l'image plus compliqué que prévu. Et on va aujourd'hui voir que c'est par la couleur. On va voir Guy Bourdin qui est le maître de la couleur. On aura le temps, je pense, de voir Sarah Moon qui en a hérité. Et on va voir ce que la couleur a donné au monde du cinéma qui s'appelle le giallo. Ça veut dire jaune. C'est une sorte de sous-cinéma italien d'horreur érotique fantastique qui va fabriquer un imaginaire visuel incroyable. Et en fait, pour amorcer ça, parce qu'on pourrait penser, quand on voit cette image de Guy Bourdin pour une campagne qui me sert de fond d'écran pour une campagne de Charles Jourdan pour des chaussures. Donc en effet, la chaussure, c'est pas ce qui vient en premier quand on voit l'image. On voit cette femme, c'est pas un portrait parce qu'elle est un peu masquée. Elle a l'air d'être dans une cabine. La couleur compte énormément, vous le voyez, mais il y a aussi quelque chose que la couleur va apporter, c'est-à-dire de détourner l'attention pour ne pas voir tout de suite ce qui nous attire. Ce qui pourrait venir, Guy Bourdin, je vais le montrer, à croiser Man Ray, c'est-à-dire d'un monde de l'image et de la photographie très marqué par le surréalisme. Les surréalistes ont un rapport à la photographie qui est très passionnant. Et je ferai demain une conférence sur le rapport peinture-photo. Dans ce rapport peinture-photo, les surréalistes vont apporter quelque chose de différent. Il y a vraiment un rapport à l'image sur ce XXe siècle, il me semble, qui est une grille de lecture très fondamentale. Là, on a une photo d'un nu, mais sur lequel Man Ray peint des petites acrostiches et donc transforme le nu, qui est toute l'histoire de la peinture, en autre chose, une contrebasse, une lecture d'images multiples, en fait, et une sorte de jeu de mots visuels qu'on évoquera avec Pierre Fresneau-Desruelles, qui est sémiologue, qu'on entendra la semaine prochaine. Donc les images, les surréalistes le montrent bien, elles sont plus complexes. Et le travail de Man Ray avec Lee Miller comme modèle, puis Lee Miller comme photographe, permettra aussi de revenir, j'en parlerai la semaine prochaine, sur la complexité de ce que l'on regarde en fait. Et si mon premier petit morceau, ça s'appelle Le monde de la duplicité, c'est tout simplement que les historiennes de l'art, on est en 1971, elle s'appelle Linda Nochlen, historiennes de l'art féministes américaines, vont nous faire réfléchir, pas seulement en révélant qu'il y a des femmes peintres un peu partout, mais comme je l'ai beaucoup évoqué, lors des épisodes avant cette série, on a parlé de la performance, la place du corps. Surtout, regardez
comment le corps de la femme est montré. Et le petit retour en arrière d'introduction, c'est finalement, je me disais que quand on regarde cette peinture de Hopper, qui a beaucoup plu à François Bon, comme une espèce on le disait, il est venu à Paris, il fait cette peinture en 1906 du 46 rue de Lille, et puis on lui demande est-ce que vous avez croisé Picasso, il dit je sais pas qui c'est. Et donc ce que François expliquait dans son livre, un livre qui va intéresser beaucoup Pierre Fresnaud-Desruelles, donc on va les faire dialoguer d'une semaine à l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'image en fait qu'on voit? Puisque mon hypothèse là, c'est le XXe siècle, c'est un siècle de l'image. L'art contemporain est un régime d'image de plus en plus complexe, de plus en plus feuilleté, de plein de significations, où le spectateur va chercher à essayer de comprendre cette image, où il est comme un enquêteur à l'intérieur de l'image et où l'auteur va être lui-même un créateur d'énigmes à l'intérieur de l'image. Ce que François Bon faisait remarquer, c'était cette espèce de globe qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits, c'est une sorte de globe de verre qu'il place, qui est tout à fait fascinant, qu'on retrouve à l'endroit où Hopper a peint dans cette rue de Lille, mais qui ajoute finalement, on a la brillance de l'escalier, on a pas trouvé le sujet vraiment, on est un peu en contrebas, il y a une espèce d'énigme, mais il y a un élément de doute qui vient vers nous. Mais ce que je trouvais intéressant, j'ai sélectionné à dessein des nus de Hopper, c'est que Hopper est plutôt connu pour cette espèce de calme énigmatique de ce qui a intéressé justement les photographes, c'est-à-dire une sorte de construction où on ne voit pas trop de hors-champ, on ne sait pas trop où on est, tout ça est assez silencieux, ça ressemble à entre guillemets, une nature morte, un espace urbain, mais très vite, ce qui n'est pas son cas souvent. Voilà, ça c'est la composition, simplicité, force de la couleur déjà. C'est la première chose qui m'intéresse en regardant Hopper, mais en choisissant à dessein les quelques endroits où il y a des nus, c'est sa femme qui a posé tout du long. Ils ont un rapport compliqué, très passionnant. Elle ne veut être que la seule modèle. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que les personnages de Hopper sont souvent présentés comme une espèce d'Amérique mélancolique, avec ces scènes à la station-service, ces scènes à l'intérieur des villes, quelquefois qui ont l'air désertes, qui vont nourrir une sorte de cinématographie, on l'a déjà dit, on est dans les années 26, donc je suis remonté très en arrière. Mais ce qui me semblait intéressant, c'est avec cet état d'esprit de comment est la femme quand elle pose. Elle est évidemment plus... depuis Manet, elle est en train de poser en pique-nique avec des messieurs libidineux dans le déjeuner sur l'herbe, et elle n'est déjà plus tout à fait le modèle mythologique. Elle est, on va prendre la suite avec Man Ray, elle est devenue un objet qui est à la fois un objet à regarder de l'artiste voyeur masculin, mais aussi un objet de détournement, en fait, de ce qu'est normalement un nu. Et ce qui me fait penser à ça, ce sont les petites chaussures, en fait. C'est-à-dire, on pourrait penser que c'est une jeune femme qui se lève, qui vient de dormir. On a un drap sur le côté, on a un contre-jour avec une lampe. Pourquoi a-t-elle des petites chaussures? On a un élément qui va donner une sorte d'indice un peu bizarre de qu'est-ce que ça fait là. Pourquoi une paire de fesses en plein milieu et une paire de fesses avec une petite jupette courte qui fait qu'on a l'impression que si on a la peinture d'après, on verra ses fesses. Mais cette métaphore, je suis sûr qu'elle plairait beaucoup à Fresnaud-Desruelles. La façon dont la jupe s'envole, c'est la fenêtre de gauche qui le dit, c'est déjà envolé. C'est pas moi qui exagère, hein, c'est parce que à l'intérieur de ces images de femmes chez Hopper, ça a été analysé pas mal. Elles sont en train de lire, elles sont en train d'être occupées, elles sont à la fois des objets de regard. On les mate, en fait, on se demande ce qu'elles font. En même temps, elles ont l'air d'avoir une sorte d'autonomie. Et puis, la femme de Hopper note absolument tout. Et sur cette peinture particulièrement, on sait qu'elle lit une liste d'horaires de train. Donc, en plus, cette énigme devient plus compliquée. Les éléments qui sont dans l'image sont déjà complexes à repérer. On ne sait pas trop ce qu'ils font là. On ne sait pas trop de quoi ils parlent, puisqu'on est de l'autre côté de la vitre. On sait à quel point ça va marquer le cinéma. Mais ce qui est intéressant, c'est comment
Ces personnages-là sont en situation d'autonomie. Ce sont des femmes qui ne sont pas des objets seulement, elles sont en train de faire leur vie, en fait. Mais elles sont regardées d'un point de vue masculin. On est en train de les regarder et de se demander ce qui va se passer. Ce qui me fait parler de ça à la suite de Linda. Je laisse tomber l'idée que je puisse prononcer son nom, Nocheline. Je dis ça à la française, à la franchouillarde. Je suis pas sûr de ma prononciation, donc je préfère pas me lancer. En 2019, Céline Sciamma était interviewée parce qu'elle a réalisé Tomboy, Bande de filles, et surtout ce merveilleux en compétition Portrait de la jeune fille en feu. Et puis on lui parle de ce regard et de ce parti pris de femme cinéaste. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'un regard masculin, ça existe? Et elle a une réponse dans le Télérama de mai 2019 qui est très intéressant, où elle précise que il peut y avoir un regard masculin et ça peut être un... Certains pensent décrédibiliser le féminisme en prétendant que c'est un truc de lesbienne. Alors oui, dans l'histoire du féminisme, dit Sciamma, les lesbiennes ont pris le temps de mener le combat puisqu'elles n'avaient pas d'enfants, échappaient à un certain ordre social. Elles ont toujours été en première ligne, mais attention, je ne juge pas tout à travers une grille de lecture féministe ou homosexuelle, ce qu'elle est. La vie d'Adèle a été un choc de cinéma alors que c'est un film sur des lesbiennes regardé par un hétéro. Et elle ajoute, et il y a de grands films sexistes, tout Hitchcock. Je n'ai rien contre le regard masculin, il faut juste cesser de le considérer comme universel. Voilà, ça c'est vrai. Quand on est intelligent, brillant, c'est passionnant. Il ne s'agit pas que le regard masculin soit mauvais, il est au cœur de ce film, il est au cœur de cette peinture. Par contre, il est intéressant de ne pas le prendre pour universel, c'est-à-dire se demander là où on en est nous et ce que les photos vont nous amener à questionner dans cette question du voyeur, c'est est-ce que le voyeur a un sexe, qui regarde et qui, quand on est spectateur, est en train de regarder une scène. Qu'est-ce qu'elle signifie pour celui qui regarde selon sa culture et selon les codes culturels qui sont montrés, ce que l'art des années 80 en photo va questionner tout le temps. Et je trouvais ça étonnant parce que cette femme au soleil qui, là non plus, sort du lit, elle a ses chaussures sous le lit, elle a l'air d'avoir dormi seule, et il est petit le lit, ça ne veut rien dire. On ne sait pas ce qu'elle regarde, mais on a un petit aperçu de rideau, et puis elle fume une cigarette, on a des sortes de peintures dans la peinture entre cette fenêtre et le tableau accroché. Et puis je me disais que sur la notion de qu'est-ce que c'est que ce regard, j'ai mis ça en vis-à-vis, et je me suis dit, tiens, mais en fait, David Hockney, 1972, on a deux personnages debout qui regardent quelque chose, qu'on devine à peine, et finalement... dans cette peinture qui, pour les deux, est influencée par le cinéma et a influencé le cinéma, je les ai mis dans l'ordre chronologique. Là, on est en 57 et ça, c'est 54. 52, Hopper, 54, Hitchcock. Un jeu d'aller-retour entre les images du cinéma et celles de la peinture qui sont très intéressantes, qui vont en plus me permettre d'ajouter qui regarde, qu'est-ce qu'on voit quand on montre une femme nue dans une pièce, comment Hopper est en train de jouer avec ses codes, en fait. On est comme si on la surprenait dans un moment d'intimité, alors qu'elle pose pas. Et en fait, elle pose, et on sait très bien qu'elle pose, et que c'est non plus une scène sur le vif, c'est là où on est dans la filiation de Manet, mais un tableau, en fait, une façon de créer une situation de représentation qu'on retrouve chez Hockney, mais je veux y ajouter une chose qui est intéressante comme tout, c'est la place de la couleur. En fait. On le voyait un peu dans la rétrospective qui était très belle à Beaubourg. Hockney peint plutôt des garçons, c'est plutôt ça qui l'intéresse, plutôt des garçons cul nus de dos, c'est-à-dire vraiment un regard de mateur, plutôt encore plus rigolo, parce que la touche érotique s'ajoute à ça, c'est avec la marque du maillot, parce que cette espèce de contraste, en fait, j'ai essayé de regarder les images, hein, qu'est-ce qu'elles signifient. Le fait qu'on soit avec une petite plante devant, le fait qu'il soit de dos, c'est tout à fait une posture de quelqu'un qui regarde et qui se demande qu'est-ce qui va se passer. Mais ce qui s'y ajoute, c'est que la force érotico-homosexuelle qu'il y a dans les images de
Hockney. Donc, dans la rétrospective à Beaubourg, il le signalait dans la première salle, mais on voyait pas trop les photos que lui a faites ou les revues porno dont il s'est servi pour peindre. Moi, si on regarde des images et qu'on regarde la circulation des images, il faut qu'on regarde tout. Hein. De quoi il s'inspire, non? C'est encore aujourd'hui dans un régime d'images qu'on peut pas accepter. Alors, on regarde pas des trucs porno dans un musée. Ça vient doucement dans les catalogues, dans les réflexions autour des images, mais ces réflexions par genre sont encore très, très séparées. Mais ce que je trouvais passionnant, c'est que, vous voyez, on a un petit hors-champ. Alors, on a une petite piécette avec un rideau qui tient pas debout, qui est pas accroché de l'autre côté. On a cette espèce d'effet de voyeur, on est derrière quelque chose. Mais ce qui me semblait le plus fort, c'est la couleur, en fait. C'est que la force de ces images, elles sont, j'ose lancer l'hypothèse qui va me servir aujourd'hui, elles sont moins érotiques alors qu'on voit bien qu'il y a deux garçons qui ont l'air un peu tout nus et un peu tout nus. Elles sont moins érotiques quand elles sont en noir et blanc que quand elles sont en couleur. Parce qu'il y a une force érotique de la couleur, c'est pour ça que j'ai mis mon écharpe rouge, j'ai essayé de mettre tous les éléments de mon côté. Est-ce que ce rapport du désir à la couleur, on le sait très bien, il est culturel, il a une histoire, c'est Michel Pastoureau et ses livres qui peuvent nous aiguiller, mais comment les peintres en sont conscients, comment les photographes vont l'accentuer. Alors, on pourrait regarder une histoire du nu et de la couleur, une histoire de la photo qu'on va voir tout de suite avec ce qui me sert de décor derrière de Guy Bourdin, une histoire de la couleur par la saturation, c'est-à-dire quelque chose qui va être surjoué. Et je finis avec mes références cinématographiques pour vous donner envie d'aller au cinéma. C'est ces petites merveilles de Michael Powell et Eric Pressburger. On est en 1947, ça s'appelle Le Narcisse Noir. C'est des films qui ont été à un moment donné très célèbres avec la merveilleuse Deborah Kerr, qui est Le Narcisse Noir, puis les célèbres encore plus Chaussons Rouges, qui ont été oubliés, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors, les Chaussons Rouges, on devine tout de suite le rôle de la couleur, c'est que c'est un pacte faustien, on est en 48, hein, c'est très ancien. Si on met les chaussons, on se met à très bien danser, et puis voilà, petit à petit, ils vont vous faire perdre la tête. Ce cinéma anglais qui est complètement à part, qui va avec le Technicolor, qui est dans ces années... au sortir de la guerre, qui est très important, qui va servir de référence à nos photographes des années 80, c'est surtout, la citation est là, Scorsese et Bertrand Tavernier qui vont refaire connaître Powell et Pressburger. Pourquoi ? Parce que Michael Powell a fait ce film en 1960, qui est au cœur de mon sujet, qui s'appelle Peeping Tom, qui en français Le Voyeur. Un type qui aurait une caméra et qui tuerait les filles en les filmant avec une caméra qui est un peu piégée. Et où le rôle du voyeur, c'est bien le terme du film, le rôle de celui qui regarde est au cœur de ce cinéma des années 60 et de cette photographie des années 80 sur laquelle on va tout de suite. Je vous donne envie de voir le film, tout à fait redoutable. On est en 60. Look out! Look out! Look out! Take care. You are being watched. We repeat, take care, for you are now alone with a killer. We warn you, don't let him see the fear in your eyes. For this is what he seeks, and this is why he kills. Where are you? Where are you? Look out for Carl Byrne as the Peeping Tom. Fear him, but pity him also. Carl Bum, il est dans Sissi normalement, donc là, il n'est pas du tout dans un rôle attendu. It's so good. Watch out for Moira Shearer as the lovely stand-in who innocently dances into danger. Imagine someone coming towards you who wants to kill you, regardless of consequences. A madman? Yes. Wait! Anna Massey is the girl who falls victim to the charms of the lonely stranger upstairs. Switch it off, Mark! Mark, switch it off! Maxine Audley as the blind woman who senses the danger that threatens her and her daughter
but is helpless. Don't be frightened. Not frightened. Soyez pas effrayés, j'éteins avant la fin. On dit quelquefois, et on discute de ça avant d'aborder Guy Bourdin, que ce film, Peeping Tom, serait à la source de ce qui va s'appeler le giallo. Ça vient de cet homme, on en a parlé un tout petit peu, un éditeur qui s'appelle Mondadori en Italie, qui va, avant la guerre, éditer Mickey qui s'appelle Topolino dans ces années-là. Et puis surtout, si ça s'appelle giallo, c'est italien, c'est parce qu'il va, dans une collection à couverture jaune, éditer des tas de livres bon marché. Si vous vous rappelez peut-être, on a parlé des pulps et des livres, des polars, des choses qu'on achète à la gare et qui, la pulpe du papier était tellement de mauvaise qualité que le bouquin coûtait pas cher et qu'on pouvait presque le jeter après. Et ces pulps se retrouvent dans cette collection. Mais la collection italienne de Mondadori, elle a une particularité, c'est qu'elle mélange de la littérature, c'est là où ça devient compliqué, sérieuse, du roman anglais, beaucoup d'adaptations de hard-boiled, de polars américains, et puis des choses de moins grande importance qui se retrouvent tous sur... Là, on a du Simon avec cette couverture jaune, d'où Giallo. Parce que le cinéma que je vais vous décrire là, qui arrive en 63-70, va être au cœur de cette relecture du genre, c'est-à-dire des polars, des films de vampires, des péplums, toute cette référence par style, en fait, qui, vous vous en souvenez peut-être, était un peu mise de côté, va être un jeu continuel pour l'art de ces années 60. On va regarder comment. Voilà, des adaptations. On avait aussi ça dans le cinéma allemand de ces années 60, des sortes de lectures de mythes, notamment du Edgar Wallace, qu'on retrouve un peu partout. J'en profite pour dire que Mondadori est à la fois un peu copain avec Mussolini, et avec sa fortune, il fait bâtir un merveilleux palais par Oscar Niemeyer à Milan, qui existe toujours et qui prouve, avec toutes les difficultés de ce qu'un historien de l'architecture peut avoir à expliquer comment les bâtiments sont là, comment les revenus sont là. Une sorte d'histoire de l'architecture toujours un peu hors politique. Ce serait compliqué d'expliquer qu'un chef-d'œuvre a eu des mauvaises origines. Celui qui crée au cinéma, à qui on attribue, ils sont deux, l'invention du giallo. Donc ça, je vais vous expliquer en 2 secondes ce que c'est. Et puis ça va être expliqué, c'est Mario Bava que voici. Première remarque qui vient de Wikipédia sur la fiche de Bava, qui est très courte. Voilà, il est en 1939, il commence sa carrière dans le cinéma comme directeur de la photo, c'est-à-dire il est du côté de l'image. 2 courts-métrages de Rossellini, vous vous souvenez peut-être qu'en sortant de la guerre, on est plutôt sur du néo-réalisme, c'est-à-dire des choses qui sont presque entre guillemets du documentaire, qui ont l'air d'être faites caméra à l'épaule, comme le fera la nouvelle vague après. Directeur de la photographie, c'est d'ailleurs celui qui règle l'image, la couleur, la lumière. Il devient rapidement... il a fait de la peinture aux Beaux-Arts, c'est d'où mon idée de réseau et de façon d'expliquer, chercher une signification, d'où vient cet intérêt pour la multiplicité des disciplines. Elle vient aussi par la marge, par des polars, par des films de série B ou Z, parce que c'est là où on va oser expérimenter, et puis que les jeunes gens, dont Jacques Guyard hier, qui était tout jeune dans les années 50-60, vont se nourrir de ça, et donc dans les années 80, quand ils créent, ils font moins de discernement entre l'art sérieux et l'art populaire. Voilà, il devient, grâce à la qualité de ses éclairages et la flamboyance de ses couleurs, vous allez voir, Mario Bava, c'est une merveille. Il est chef opérateur pour Pabst, Risi, Rossellini, Riccardo Freda, Raoul Walsh. Riccardo Freda arrête le film Les Vampires, et Brava, qui faisait la photo et les effets spéciaux, fait la réalisation et termine le film en 2 jours. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de moyens. Et j'ai laissé la suite, puisque Bava va faire à la fois pour Jacques Tourneur et avec Francischi des péplums. Oui, donc des péplums italiens, c'est quand même très très important. C'est une sorte de sous-genre, mais qu'on va revoir surgir dans nos années 70, qui vont nourrir
le cinéma de recherche. Le Masque du démon, film de vampire. Il s'éloigne des codes du film. Voilà, il joue avec. Vous vous en souvenez peut-être, dans les années 30-50, la Hammer va fabriquer en Angleterre beaucoup de films de vampires, en fait, de films un peu avec des codes qui refont à la fois du polar et à la fois du film de vampire un peu surjoué, avec des moyens limités, qui donnent une esthétique un peu particulière. Donc il va se nourrir de ça, mais il va aller plus loin. Il laisse le péplum et les fresques en costume. Voilà, il a fait Hercule contre les vampires, La ruée des Vikings, Les Mille et une nuits. Et en 62, il réalise un thriller qui s'appelle La fille qui en savait trop, qui fait un clin d'œil à L'homme qui en savait trop de Hitchcock. On a ce cinéma anglais qui est à la source de ce cinéma italien qui est en train de naître. Commence à jeter les bases de ce qu'on va appeler le giallo, donc de ces couvertures jaunes donne le style giallo, avant de renouer avec l'univers gothique et sadique du corps et des fouets. Ça donne cela, quelque chose qui va nous donner la couverture, c'est La fille qui en savait trop, je vais y arriver, la ragazza che sapeva troppo. Mon accent italien doit battre mon accent anglais. Des codes qu'on va retrouver qui vont devenir aujourd'hui encore savoureux, qui vont faire, en fait, en accentuant, on est dans les mêmes années que Sergio Leone dans son genre, ils vont accentuer les codes du policier, les codes du lien au spectateur, les codes visuels, en fait. C'est-à-dire, c'est toujours une fille toute seule, apeurée, avec des cadrages et des effets de zoom invraisemblables, et avec des effets de frayeur qui font rigoler les jeunes qui sont nés dedans ou qui vont vous faire peur un tout petit peu, ou peut-être plus. Et notamment, on va le voir après, voilà, des jeux avec des personnages qui sont derrière des fenêtres, des éléments qui parlent. Le regard permettent d'être en première ligne pour voir un meurtre ou pour voir quelque chose qu'il n'aurait pas fallu voir. Ça, c'est l'héroïne. Elle est toute seule, elle a vu ce qu'il ne fallait pas voir, donc elle va être zigouillée, ça va mettre du temps. Les films de ce type sont caractérisés par de grandes scènes de meurtre excessivement sanglantes, c'est-à-dire la couleur, c'est le Technicolor dans toute sa splendeur. Pour faire court, je vous préviendrai s'il y a du sang, mais pour faire court, c'est toute la source du cinéma de Tarantino. Un jeu de caméra très stylisé qui va accentuer les points de vue, qui va, je le dis là, jouer avec des fenêtres dans des fenêtres. C'est aussi pour ça que j'y vois une cousinade avec Hopper et avec Hockney. Et une musique inhabituelle pour Dario Argento, qui est avec Mario Bava, les deux leaders, puisqu'il va convoquer Ennio Morricone. Internet est une merveille. Elle va me permettre, je ne sais pas qui a fait ça, ça s'appelle le Tribute to Giallo, c'est-à-dire un montage de plein de scènes de Giallo avec une musique plutôt récente. C'est assez court, ça fait 2 minutes. C'est une petite merveille qui vous montre les codes visuels si forts de ce genre. Ça fait pas peur.
eu une fascination pour la couleur. Je vais le dire juste après, mais c'est eux qui inventent le tueur sadique à gants noirs avec une arme métallique qui brille. Ça va être tout le temps. C'est-à-dire que la recherche formelle et puis l'exagération des effets, les cadrages, les effets de zoom qui sont sur les yeux, c'est ce qui peut vous donner une chance si vous êtes, j'aime pas trop les films d'horreur, mais comme c'est très très excessif, comme c'est surjoué, ça, pour les plus jeunes qui ont grandi dans ça, c'est presque amusant en fait, c'est pas grotesque. C'est ce sur quoi s'amuse Tarantino. Et avec cette place à la fois du regard, c'est-à-dire des yeux en zoom, tout simplement parce que c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire qui regarde, qui est regardé, qui est témoin, qui ne devrait pas avoir vu. Et puis, on va le voir après, ce qui va s'appeler le slasher, c'est-à-dire le méchant qui est défiguré. Tout ça se retrouve un peu partout. Voilà, un film policier, dit Wikipédia, où la résolution de l'énigme compte moins que la sensation ressentie par le spectateur, peur ou désir, parce que des fois, les victimes sont un peu toutes nues. C'est que des filles, évidemment. Et puis, on associe, ce qui apparaît très curieux, cruauté ou meurtre avec désir sexuel. Ces films mettent en avant la violence sadique et brutale, l'érotisme. C'est une façon de se rincer l'œil et en même temps de le rendre un peu irréel, de le permettre par son irréalité. La forme primitive de cinéma est l'image d'une femme seule chez elle qui a peur. Alors, la traduction de la phrase du dessous, whodunit, c'est-à-dire les polars sont structurés sur un schéma qui est qui a commis le crime, si tu suis le polar. L'inversion de cette formule, c'est Colombo. On sait dès le début qui a fait, et puis on remonte. Mais le principe, c'est plutôt de découvrir, mais alors combiné au slasher, c'est-à-dire à ce type avec une gueule déformée, défigurée, qui est le monstre. Ce qui est particulier à l'Italie et que rajoute Wikipédia, qui me semble très intéressant, c'est cette idée du grand guignol et de l'exagération, en fait. L'exagération des moyens, l'exagération du jeu qui va avec l'opéra. Ce qui fait que quand je prends des images des films de Mario Bava, on a des choses merveilleuses de couleurs qui sont comme des filtres presque faux. Je crois que la notion de kitsch est éliminée. C'est voilà, un jeu avec un mannequin sur la droite qui est faux et puis une femme qui est un peu en toc aussi. C'est pour ça que la cousinade avec Hitchcock, il y a moins de délire dans Hitchcock, mais lui-même va être marqué par ce genre de film puisque il fabrique, il suffit de voir Vertigo pour savoir que Hitchcock fabrique complètement des femmes pour de vrai, en fait. C'est-à-dire, il les teint, il les coiffe, il les sculpte, il leur dit où elles doivent se trouver, et elles ont effrayé et en même temps complètement victimes du truc. Et cette énergie colorée, elle fait partie, en fait, de la mise en scène. Voilà, le giallo devient un genre à part entière avec des règles et une tonalité typiquement italienne. Donc, on parle d'effets stylisés, théâtralisés. Si on va vite et pour vous donner envie de regarder, on ne peut pas tellement mal jouer en fait dans un giallo. Si je devais trouver des sortes d'équivalences, alors les spécialistes vont hurler, mais je pense à Peur sur la ville avec Belmondo, c'est-à-dire une sorte de Minos avec un œil de verre qui fait flipper, qui a des gants noirs. On est quand même loin de l'exagération qu'on vient de voir. Voilà, c'est la nouvelle façon de montrer la peur qui est changée. C'est plus des monstres gothiques, Frankenstein, Dracula, mais des assassins à l'apparence normale, tuant l'arme blanche et endossant un manteau et des gants noirs, voire qui ont ce visage un peu déformé, mais qu'on ne devine pas tout de suite. Le second s'appelle Dario Argento. Il est fils du producteur qui est à gauche ici. Son père a produit tous ces films en marge italiens des années 70 dans lesquels on retrouve Ennio Morricone, alors Sergio Corbucci, c'est ce qui fait que des acteurs américains, des acteurs de tous les pays d'Europe vont venir tourner des grandes productions mélangées. Voilà, ce qui fait qu'on est dans des films de genre, mais qui sont exagérés, surjoués. Ça nous donnera une merveille ou un désespoir si vous aimez le cinéma, Terence Hill et Bud Spencer juste après, c'est-à-dire des sortes de personnages qui deviennent même pas des caricatures, c'est une sorte de marionnette exagérée, mais c'est le plaisir de regarder un film, c'est celui-là, ou sinon, il n'y en a pas. Voilà, et réalisé par Corbucci, le clin d'œil à Tarantino est à son comble, il s'appelle Django.
La réalisation extraordinaire de Dario Argento, la voilà tout de suite, c'est l'oiseau aux plumes de cristal, dont vous allez voir la scène de crime au début. Là non plus, ça ne fait pas trop flipper, mais on voit le traitement visuel, la façon dont dont le personnage qui voit un meurtre, qui ne peut pas l'empêcher, je divulgage pas en disant ça, il est en situation de voir, et nous-mêmes, on est en train de voir un mec qui voit un truc, qui pourra rien faire. Et comme il a vu ce qu'il devait pas voir, tout le film, il va se faire pourchasser par le meurtrier. Par contre, regardez comment visuellement, c'est très très beau. Coraggio, apra! Je vous laisse pas la suite. Dario Argento ne réalise pas que ça. Il est connu pour ce Suspiria, et pour m'appuyer sur les toujours aussi bons petits épisodes de Blow Up, voilà des images de Suspiria de 77. Le précédent datait de 70. Les raisons de voir Suspiria sont suggérées dans ce blow-up. Je vous en montre quelques-unes. La sortie cette semaine du remake de Suspiria, signé Luca Guadagnino, nous a donné envie de replonger dans le film original, réalisé en 1977 par Dario Argento. Suspiria, une école de danse à Fribourg en Allemagne, des danseuses classiques de toute nationalité, et puis la nuit venue, des secrets, des mystères, des meurtres, du sang et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Bref, Suspiria, classique de l'épouvante, et 5 bonnes raisons de le voir ou le revoir. Raison numéro 1. Dario Argento et son sens unique de la mise en scène. Car revoir Suspiria un peu plus de 40 ans après sa sortie, c'est en effet à nouveau être fasciné par l'esthétique si particulière du film. On y retrouve, c'est connu, des couleurs très marquées, avec des teintes rouges, vertes, ocre ou bleues. On y redécouvre également un goût pour l'architecture, là aussi très marqué, à l'extérieur avec des ambiances à la Kiriko, ou en intérieur avec des ambiances à la Escher, sans oublier des formes géométriques folles, ici ou là, et puis des papiers peints en noir et blanc, et des couloirs en rouge et noir, sans oublier le goût pour les détails qui n'en sont pas, de la pluie qui s'écoule dans les égouts, et un évier à nettoyer, une fenêtre qui tremble, et un verre bu en gros plan, ou encore une rencontre avec un professeur spécialiste en sorcellerie, particulièrement étrange, avec dialogue filmé de dos, trouble des reflets dans les vitres, et contre-plongée décadrée. Oui, le fantastique au cinéma, ce tremblement du réel, est bien affaire de mise en scène, de décalage et d'anomalie. Che ovunque, sempre da tutti, è creduta. Raison numéro 2, le casting. Et dans ce domaine, Dario Argento a toujours aimé mélanger les genres et les nationalités. On se souvient que dans 4 mouches de velours gris, l'américain Michael Brandon croisait entre autres l'italien Bud Spencer, Perché nessuno mi chiama Diomedes? E se volete darmi un soprannome, datemene uno più appropriato. ou le français Jean-Pierre Mariel. Sono io l'investigatore privato, sì. On se souvient également que dans Les Frissons de l'angoisse, on croisait tout aussi bien l'anglais David Hemmings que la française Macha Merrill,
Il se trouve que Suspiria ne déroge pas à la règle, puisqu'on y retrouve l'américaine Jessica Harper, tout juste sortie de Phantom of the Paradise, mais aussi l'italienne Stefania Casini, l'espagnol Miguel Bosé, ou l'allemand Udo Kier, avec sa jolie veste verte, et puis 2 actrices doyennes qui permettent le passage de relais cinéphiles, Alida Valli, qui vient du cinéma d'Hitchcock, et c'est vrai qu'il y a du Psychose et du Rebecca dans Suspiria, et enfin John Bennett, qui vient du cinéma de Fritz Lang, et c'est vrai qu'il y a du secret derrière la porte dans Suspiria. I remember. Alors, je ne peux pas laisser, ce serait trop passionnant à regarder. Cette esthétique-là, c'est Jean-Baptiste Torret, le fou animateur d'histoire du cinéma, qui nous le dit en une phrase à propos de Dario Argento. Tout ça pour dire que la séquence matricielle du film, on pourrait la retrouver dans tous ces films, ça renvoie à la mémoire, évidemment. Il va falloir se repasser, comme un petit sémiologue, ou quand on fait des analyses filmiques, il est vraiment contemporain de cette génération qui a repassé à l'infini les films de Fritz Lang, les films de Chaplin, les films d'Antonioni, qui connaît toutes les séquences par cœur. Il faut les repasser pour pouvoir les comprendre. Mais cette mémoire-là, c'est aussi la mémoire du cinéma. Et on voit très bien que Le Cadavre, il incarne de façon beaucoup plus générale, à la fois dans le film et puis dans tout le cinéma d'Argento, on pourrait presque dire une sorte d'histoire du cinéma dont il faut arriver à faire le deuil. C'est ça Le Cadavre dans Profondo Rosso. Le Cadavre, c'est l'histoire du cinéma avant moi. Comment je fais pour vivre, faire des films, alors que, en fait, le cinéma est mort. Voilà, ce qui était au cœur de nos années 70 et qui est au cœur de ce qu'on se raconte là, c'est comment faire de l'art après toute cette histoire, après toute cette quantité d'images invraisemblables. Et là où on est au cœur d'un rapprochement que j'ai inventé pour l'occasion, c'est le travail de Bourdin. Bourdin, il fait Le Voici est tout jeune. Il fait penser, d'ailleurs, on aurait pu le mettre dans l'histoire, à Good, celui qui nous fera des défilés et beaucoup d'images, dans les années 80 aussi. Il apprend la photo au service militaire et puis après, il va croiser en 51 Man Ray. Et puis, il fait une première expo en 52. On a quelques photos de lui tout jeune. Là aussi, Wikipédia permet de préciser une situation un peu qui est incroyable concernant Guy Bourdin. Vous n'allez jamais oublier Guy Bourdin de votre vie. Voilà, il arrive en 55, il montre à Vogue France des photos. Et en fait, Edmond de Charleroux dit... c'était des hommes et des femmes nus montrant seulement leur dos ou leur postérieur. Il avait l'air d'un écolier. Et en gros, rien de ce qu'il présentait n'était dans l'esprit du Vogue France de 55. Voilà, des chapeaux, mais avec des petits éléments un peu chelous qu'on va découvrir de plus près. Sortes d'animaux, d'étoiles de mer, de contextes, de jeux qui sont là aussi avant David Lynch, mais on va y venir. Des hommes et des femmes nus montrant seulement leur dos ou leur postérieur à la caméra assis. Le sujet était loin de ce qui aurait pu nous intéresser à Vogue, mais la qualité du travail était exceptionnelle. Voilà, le jeu de flou, le jeu de... On est en 55, on est avant Avedon, et surtout encore dans une série en noir et blanc. La première série de mode est un sujet sur les chapeaux. La première image présente un chapeau Balenciaga avec un petit voile. Et Edmond de Charleroux se souvient, sous la voilette, sur le visage du modèle, il y avait une mouche ou une abeille. Elle était morte, mais avait l'air bien vivante. Et donc, l'effet de contraste, de bizarrerie, alors les animaux sont bien convoqués dans ce cinéma qu'on vient de voir. On a vu même des chats qui avaient l'air effrayés. Effectivement, j'ai fait le lien avec Man Ray, avec le surréalisme, mais le blow-up rappelait que c'était d'abord le fantastique, en fait, c'est-à-dire le fait d'introduire, comme les symbolistes et Gustave Moreau, quelque chose d'étrange à la cohérence qui est devant nous. Voilà, quand on demande à Bourdin en 67 pourquoi il a fait ça, il dit la beauté attire les mouches comme une charogne. C'est-à-dire que sa posture, mettre des têtes avec des langues qui pendent sur un marché avec une dame qui est devant, sa posture, c'est celle de jouer l'effet de décalage et que cet effet de décalage puisse créer une situation nouvelle pour regarder autrement. Parce que c'est ça qu'on voit. On pourrait regarder ça comme
un jeu de dégoût avec une dame très belle et un truc dégueulasse à côté. C'est possible, c'est pas faux. L'image dit ça déjà. On pourrait dire que la partie droite est pour Bacon et que la partie gauche est pour Matisse et qu'on a la confrontation des deux. Mais sans doute, si je le comprends de cette façon-là, et c'est comme ça que j'essaye de l'expliquer, c'est que ce jeu de contraste d'images vient du fait qu'on est entré après la guerre dans un tel monde d'images et de références, un tel monde de photos, que quelque chose doit se décaler. Celle-ci me ferait penser, c'est Toto, le comédien qui pose pour Bourdin en 55, ferait penser un peu à du Irving Penn, avec ce jeu de fond uni et de force des nuances de gris, avec la posture elle-même qui est un peu surprenante. Mais ce que va faire Guy Bourdin assez vite, c'est amener cet effet d'étrangeté par la couleur. J'aurais peut-être pu montrer Bourdin avant le Giallo. J'ai pas trouvé de lien entre les deux, mais il y en a un très fort. Voilà, les séries qu'il va réaliser pour une campagne en 77, je suis passé de 55 à 77 quand même d'un seul coup, pour Charles Jourdan, voilà, des séries de photos pour des chaussures. On y voit exactement le paysage, la place du modèle, l'ombre, la forme bizarre. Voilà, qu'est-ce qui est bizarre? On va essayer de décortiquer. Déjà, une dame toute nue en maillot qui pose, elle n'est pas à la plage. On a des camions, on a tout un univers urbain brutal. Elle est soit prostituée, soit perdue. Et donc, monde urbain dur, prostituée, égale façon de vendre des chaussures complètement bizarres. Voilà, même si elles sont très très bien montrées, les chaussures à chaque fois, on a un jeu de décalage avec l'objet qui est à vendre. C'est pour ça que cette semaine, j'ai plutôt parlé de mode, c'est-à-dire que la mode nous oblige à regarder des choses et ces photographes vont aller au contact de l'objet mode qui leur donne beaucoup de moyens financiers pour jouer le décalage de l'image. Un décalage qu'on retrouverait ici autant chez Buñuel que chez Lynch, c'est-à-dire un jeu sadomaso de fétichisme sur les pieds, ça c'est chez Buñuel, et puis d'inversion des rôles, puisqu'on dirait que c'est la servante qui est en train de se faire servir, un code bourgeois qui est déjà très fort, autant chez Freud que chez les psychanalystes, que chez les surréalistes. C'est drôle comme lapsus, mais ce qui est particulier à Bourdin dans cette campagne de Jourdan, c'est le rôle de la couleur. Ici, on pourrait dire que les rôles, le détournement pourrait être celui d'Helmut Newton, le jeu de domination et puis d'être un peu victime, un peu manipulateur, le jeu des ongles, en fait, de la couleur du rouge à lèvres, du vernis à ongles qui ajoute une touche de rouge qui attire très fort dans cet univers presque noir et blanc. Mais ce qu'il y a chez Guy Bourdin qui est extraordinaire, c'est ce jeu de couleurs, ce jeu de décadrage où la couleur va avoir un impact très fort sur l'effet général, mais aussi, c'est pour ça que j'étais parti de Hitchcock et de Hopper, sur l'érotisme, entre guillemets, c'est-à-dire sur le fait que cette chaussure ressort sur un fond bleu très fort. Imaginez, même si vous n'aimez pas cette image, sans la dame, c'est quand même plus du tout la même histoire. Qu'est-ce qui est devant cette dame? Pourquoi il y a ce truc bleu? Comment ça peut tenir? Elle est cachée en dessous. La chaussure ne peut pas tenir droit. Ou alors elle est morte. Et allons plus loin, il faut que cette dame soit sur un fond jaune, brillant, avec une coiffure très apprêtée, très maquillée, un rouge très puissant dessiné sur les lèvres et même un tout petit bout de sein qui va ajouter à la tension, en fait. C'est un jeu de mots facile. Mon attention est portée là-dessus plutôt que là-dessus. Et le fait qu'il y ait un jeu entre les deux, ça crée une tension de mon attention. On peut avoir quelques rares images, mais aussi dans la campagne de Jourdan de Bourdin. Mais la plupart du temps, c'est la couleur qui va dominer. La mise en scène de la couleur est aussi une façon de montrer que tout a été construit. Que ce qui est devant nous, les volets, le coussin jaune qui est ajouté, la petite touche de jaune sur les chaussures, le petit coussin bleu, tout ça est choisi et voulu. Et que la façon de ne pas faire apparaître tout de suite les chaussures est brillante, en fait. C'est-à-dire que on est à la frontière. Vous pourriez me dire, je vais dans une expo, je vois ça, je ne sais pas que c'est pour des chaussures. Oui, c'est dans un magazine de filles ou de mode. Donc, il n'y a pas moyen.
Par contre, l'effet de contraste avec les pages habituelles et la publicité habituelle est à son maximum. On a toute l'histoire de la photo, que ce soit des bouts un peu surréalistes ou que ce soit la couleur de Eggleston américaine, que ce soit le cinéma américain avec ses grands espaces et puis ses machines, la sophistication esthétique de ces années 80 qui arrivent, tout est réuni là. Mais ce qui est intéressant chez Bourdin, je voudrais en dire 4 choses, c'est que la couleur crée aussi une ambiance en fait. La dame se tient bizarrement, on ne comprend pas, elle ne pose pas, et en même temps, on est bien au cœur, elle est en train de tenir une posture, si je peux là aussi jouer sur les mots, elle ne pose pas pour le photographe, elle nous montre, oui, j'ai parlé de simulacre toute la semaine, elle nous montre qu'elle est en train de poser pour une photo. Je dis ça parce que la dernière fois que j'ai fait ça dans une piscine, je suis resté comme ça à peu près une semaine. Il a fallu qu'on revienne me chercher. L'ombre qu'elle dessine, si on était dans quelque chose de formel, si je reprends mes arguments de la semaine, voilà. Formellement, on a un dessin de clair sur du foncé, un maillot qui fait ressortir la clarté de la peau, une peau de couleur un peu chaude sur un fond un peu bleu. Mais finalement, l'ombre qui se dessine n'est pas un chef-d'œuvre d'abstraction ou de dessin. Ce qui est fort, c'est l'effet de décadrage et c'est la puissance que la couleur apporte à l'ambiance. On le retrouve quand on compare une série d'images dans ce lieu avec ce papier peint incroyablement important. Bourdin travaille sur les décors et c'est très important. C'est un élément très important de son travail. C'est assez récent qu'on expose le travail dans des galeries, puis dans des livres, puis dans des musées. En fait, on est en train aujourd'hui seulement de mesurer. Il y en a eu chez Delpire des livres édités, mais pas une reconnaissance. Et encore, cette reconnaissance se fait aujourd'hui par la partie esthétique, c'est-à-dire on veut montrer que ces gens sont des artistes, mais avec toute l'ambiguïté dont je parlais sur le rapport des genres entre eux, sur le fait que ce soit quand même de la pub et donc des trucs à vendre, et que la virtuosité d'imagination ou d'ambiance ne va pas jusqu'à regarder qui a maquillé, qui a mis la lumière, qui a construit l'image, de quelle façon c'est arrivé. On est encore un peu dans une subjugation esthétique. Voilà, ce qui est passionnant chez Bourdin, deuxième élément, c'est les éléments de découpe, en fait. Évidemment, ces gens-là, à la fois nous montrent leurs fesses, qui sont très bien, à la fois nous montrent des chaussures, des pantalons, et une ombre tout à fait étonnante. Et en même temps, cette coupure, cette découpe apporte à l'ambiance. Je parlais d'ambiance en disant que la façon dont la personne bascule ou dont le papier peint joue, l'espèce de mystère qui serait proche de cette ambiance de polar que j'ai rapproché. Mais là, il y a en plus l'idée de découpe, c'est-à-dire on ne voit qu'un bout et on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si cette dame est pendue morte ou si elle est en train de faire de la balançoire. Et cet effet d'étrangeté n'est pas lié qu'à la couleur, mais la couleur a un élément puissant d'attirance, de tension, qui n'est pas présent aussi fort chez Newton, même si chez Helmut Newton, la couleur est forte. Voilà, l'idée de découpe, c'est aussi le corps de la femme comme un pantin, un truc à regarder comme un objet. Le fétichisme des accessoires, qui va être exagéré et surjoué, jusqu'à faire des gros sous-entendus. Je ne sais même pas si c'est des sous-entendus, tellement c'est explicite en fait. On peut très bien pas voir de sexe, de bouche, pas voir qu'il y aurait qu'on pourrait être dans une image pornographique, mais on l'est à plein. Et on n'est pas loin de ce que Hitchcock fabrique. Regardez, il y a des petites analyses des sous-textes érotico-pornographiques de Hitchcock, c'est pas rien. Voilà, le fait d'être caché et qu'on ne voit que les fesses de la dame, mais que les fesses de la dame par les bas nous permettent de savoir que c'est une grande fille, alors qu'il y a un petit jouet au-dessus et qu'on pourrait penser qu'on pourrait avoir du mal à donner un âge à ce corps. Voilà, tous les éléments chez Bourdin sont par la découpe, par un jeu de cache, de découverte, une façon de fabriquer l'ambiance.
Troisième chose, le cadrage, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout de suite, je l'ai un peu dit, tous les éléments en main. On ne sait pas tout de suite, pour des publicités, pour des collants, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Et le jeu de code avec à la fois la bande dessinée, à la fois le train, voilà, la victime attachée. Mais enfin, quand tu attaches une dame qui a 3 pattes, c'est quand même tout à fait bizarre. Donc, l'effet d'étrangeté, de bizarrerie, c'est là où je le rapprochais aussi du giallo, c'est-à-dire c'est amusant. L'effet ça, c'est très intéressant quand on le fait analyser aux étudiants qui font de l'art. On ne peut pas s'empêcher de regarder l'entrejambe de cette dame, pas parce qu'on est obsédé, mais parce que l'élément de composition, tout est fait visuellement. On se croirait chez Balthus, un V qui accentue le reste, une clarté avec un foncé au milieu. On est même embêté à se demander si ce maillot va tenir bien longtemps. Et la photo est devant. C'est-à-dire que le jeu de superposition d'images est très, très puissant. Et même quand il fait des portraits de Inès de la Fressange, on est dans ce jeu de décadrage, de morceaux, d'ambiance, de couleurs qui ajoute quelque chose. On a du mal à savoir si c'est vraiment Inès qui est en reflet ou si c'est une photo d'Inès qui a été convoquée ici. Le jeu de décadrage, le jeu de morceaux, le jeu d'ambiance va avec cette couleur, avec ce surmaquillage des années 80. Avec cette ambiance de couleurs, on a des images qui deviennent très compliquées. On ne sait plus très bien. Il nous met en situation de voyeur, on vient de le voir. On est obligé de regarder les fesses de cette dame, on est obligé de regarder l'entrejambe de l'autre. C'est une image qui est très, très habile, en fait, qui est très, très bien faite, parce qu'elle a une part de séduction énorme. Parce que cette gestion de la couleur, cette gestion du cadrage, cette gestion de l'attention et de l'attention est à son comble. On met du temps à comprendre que c'est une image très, très fabriquée. Voilà, et que dans le jeu par la couleur, Guy Bourdin apporte des éléments de suppression de la narration. Ça raconte plus rien, ça raconte un truc qu'on ne comprend pas, qui est voisin des films de Jodorowsky, et qui apporte quelque chose, alors étonnamment, à des marques, encore Charles Jourdan, des chaussures, mais avec une habileté et une virtuosité qui est redoutable. Vous voyez, jusqu'à faire des images tout à fait gênantes, en fait, tout à fait très, très bizarres, mais que je ne pourrais pas qualifier de tordu. Alors, vous allez me dire, ben, dis donc, tu y vas un peu fort. C'est tordu jusqu'il faut. Quand il y va un peu fort, c'est un peu trop. Et est-ce que cette dame a l'air d'être renversée par John Travolta? Ce que je crois, c'est que quand l'image ne fonctionne pas, voilà, sa vulgarité apparaît et l'effet de tension ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'équilibre entre ce qu'on doit voir ou ce qui nous est vendu et la surprise. Mais quelquefois, simplement, ça marche très bien. En fait. Je ne suis pas certain, si on finit sur l'analyse d'image, que la langue de la dame qui touche le combiné ajoute tant que ça. Il a peut-être voulu en faire de trop, alors que l'ambiguïté de ne pas deviner tout de suite si ce torse est un torse d'homme ou de fille, de la douceur du tissu autour de sa taille et du maquillage aurait suffi, je crois, à créer cette espèce de tension inattendue. Guy Bourdin, c'est de ce point de vue-là un créateur d'images redoutable pour des magazines de la vie de tous les jours, hein, et puis pour des campagnes d'images qui sont d'une grande, grande efficacité. Alors, je n'ai pas de conclusion à faire sur les films, j'en ai montré plein. Celle qui se dit, elle est proche de Delpire, l'éditeur de photos, elle est mannequin elle-même pendant longtemps, et puis elle devient photographe, Sarah Moon, et elle est très marquée par le travail de Bourdin, même si elle commence plus tard. Elle va ajouter à ce travail sur la mode. Elle connaît bien les mannequins, donc elle a une sorte de rapport empathique plus facile. Elle va ajouter le flou, mais dans ce flou, la couleur compte beaucoup pour créer des images qui vous rappellent la chose la plus connue de Sarah Moon, la campagne pour Cacharel. Mais ce flou est aussi une façon d'éloigner la force du modèle, de rendre à nouveau presque comme un objet les robes. On a beaucoup de Yamamoto, de créations avec des plissés, avec des choses qui ont une grande force visuelle. Et par l'effet d'étrangeté encore,
une façon d'attirer l'attention sur encore Yamamoto. On est en 1996 sur ces campagnes-là. On a au cœur du travail de Sarah Moon à la fois une silhouette où la couleur va jouer, un travail du flou qui est très passionnant, où notre jeu d'être voyeur et continue d'être là. C'est l'idée de la mode et du mannequin est dedans, mais finalement avec des personnages qui perdent de leur force et qui, en perdant de leur force, sont moins matés, si je peux dire ça de cette façon-là. On a moins l'impression que ce sont des objets à regarder. Ils sont en train de disparaître et de repasser à autre chose. Et le travail de Sarah Moon en noir et blanc, tout comme en couleur, a cette espèce de subtilité qui est très passionnante, parce que le travail de la matière photographique devient l'enjeu lui-même, et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est-à-dire comment le monde des images a créé des images complexes, et qui fait que chacun de ces artistes travaille sur des couches d'images qui sont comme superposées, voilà, des graphismes. On pense aux photos des frères Watkins. Peter Watkins, ils ne sont pas frères, je pense à Chapman. Voilà, des éléments graphiques qui fait qu'on ne sait plus très bien si c'est une robe, si c'est un modèle qui pose, ou si c'est une scène urbaine, ou si c'est j'ai pas eu la berlue. Et si à l'intérieur même de cette campagne pour Cacharel, qui va être si importante dans ces années 80, si cette idée du double et de la transformation du modèle féminin n'est pas le sujet de ces années 80 qui pointe dès ce lundi. À lundi.